RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Bruno Daugeron. Bonsoir. Bonsoir, Vous madame. êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université Paris-Cité. Merci d'être avec nous. Alors, la ministre Yaël Braun-Pivet devrait donc être élue à la présidence de l'Assemblée nationale, l'ancienne ministre, enfin ancienne ministre si bien sûr elle est élue, à l'Outre-mer. Un petit mot peut-être pour commencer sur ce poste de premier plan qui reviendrait pour la première fois à une femme. Alors une femme présidente du premier groupe à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, une femme première ministre, Elisabeth Borne, une femme présidente de l'Assemblée nationale. Faut-il y voir là un progrès en politique ? On peut toujours voir un progrès effectivement dans cette féminisation. C'est une meilleure parité et une meilleure inclusion sociale, ça c'est certain, mais disons que ça concerne moins le droit et les institutions que les mœurs politiques. Mais effectivement, on peut toujours se réjouir que les femmes soient davantage associées aux institutions, c'est certain. Oui, parce que dans le monde politique, beaucoup de femmes avaient raillé le machisme des politiques français. Effectivement, et du temps de l'époque dont nous parlions juste avant l'émission, effectivement, dans les années 80-90, il y avait très très peu de chances pour qu'il en soit ainsi. C'est absolument certain, et les femmes, toutes tendances politiques confondues, se plaignaient effectivement du machisme qui pouvait régner en politique et de la dureté des mœurs. Cela dit, il y avait eu une femme Premier ministre, Edith Cresson. Effectivement. Le poste, on le disait, de président de l'Assemblée nationale, c'est un poste important, c'est un poste éminent. Mais est-ce qu'on peut essayer de définir finalement ce qu'est le rôle du président de l'Assemblée nationale ? C'est un rôle complexe et très important. D'abord, c'est un rôle symbolique, parce que c'est le quatrième personnage de l'État, et qui donc est amené à remplir un rôle protocolaire, c'est tout à fait important, qui d'ailleurs rappelle l'importance du Parlement dans la hiérarchie protocolaire. Mais c'est aussi un rôle très important, surtout dans la situation qui va se dessiner, dans le fait d'arriver à maîtriser, à accompagner les débats, accompagner la confection de la loi et les rapports politiques. Il y a un facteur humain considérable, parce qu'il faut avoir des qualités de compétences, il faut connaître les rouages de la maison, il faut aussi être capable de faire avec les différentes tendances pour passer du monde des clivages politiques qui sont forts au monde des institutions politiques. Et c'est pas du tout la même chose, parce qu'entre les deux s'intercale le droit qui assure à chacun de se voir rendu son dû. Alors la personnalité du président ou de la présidente de l'Assemblée a-t-elle une incidence sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale ? Et dans le fond, quelle qualité il faut avoir ? De l'autorité, comme on l'a vu avec Richard Ferrand, à la fois de la respectabilité, de l'autorité ? Je pense que c'est un mélange des deux. Il faut à la fois avoir de l'autorité, être capable de se faire respecter, parce que nous nous en rendons pas compte quand nous regardons les débats à la télévision, mais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus agité qu'on ne peut le penser. Ça peut beaucoup crier, ça peut beaucoup s'énerver et polémiquer. Donc il faut avoir de l'autorité. En même temps, il faut avoir de la souplesse, parce qu'il faut être capable d'imposer ou de suggérer aux différents groupes politiques de pouvoir accompagner les travaux parlementaires, que ce soit dans l'intérêt du gouvernement ou même dans l'intérêt de l'institution. Donc il faut être capable de discuter, d'échanger. Il faut finalement être relativement rond pour ce rôle. Un petit peu à l'image, par exemple, du président du Sénat qui excelle, semble-t-il, dans cette fonction. Il est très rond, oui. Est-ce qu'on peut dire que cette fonction qui est très prestigieuse et très convoitée l'est aussi parce que l'hôtel de Lassay est, dit-on, l'un des plus beaux logements de fonction de la République et qui se trouverait aussi posséder l'une des caves les mieux garnies. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Il est réputé également avoir la plus belle cave. Alors, on peut toujours considérer qu'effectivement, dans ce qu'on pourrait appeler le monde politique, la sociologie politique, les professionnels de la politique, un poste comme celui-là au sommet de la République est effectivement extrêmement attractif, parce que non seulement il est institutionnellement important, mais il offre des avantages qui ne sont pas négligeables. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit
soit la première raison pour laquelle on veut occuper ce poste. On veut occuper ce poste aussi parce que c'est un poste important dans les institutions, parce qu'il permet d'accompagner, au contraire de contrer le gouvernement, parce qu'il a une visibilité considérable et qu'il permet de révéler à celui qui en est titulaire des qualités qu'il n'aurait pas pu forcément montrer dans d'autres conditions. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Le prestige, c'est certain, et les avantages, mais également la force symbolique et le poids politique. Si vous deviez prendre l'exemple d'une personnalité qui a été un très bon président de l'Assemblée nationale, et à contrario, peut-être quelqu'un qui a un peu moins bien réussi dans ses fonctions, qui diriez-vous ? Écoutez, c'est délicat parce que... pour celui que vous avez trouvé le meilleur. Je pense que Jacques Chaban-Delmas a été un grand président de l'Assemblée nationale. D'abord parce qu'il avait l'autorité, le renom d'un ancien Premier ministre, de quelqu'un qui connaissait l'histoire parlementaire, qui avait le prestige de la guerre et qui arrivait justement à dépasser ces clivages. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans le rôle institutionnel dont je vous parlais. C'est que, en étant président de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est le primus inter pares, mais c'est quelqu'un qui doit oublier ses appartenances politiques pour véritablement entrer dans un rôle institutionnel, certes politique, mais institutionnel de la République. Voilà. Et quant au pire, sans donner de nom, le pire, c'est celui qui se fait dépasser pendant des débats, qui est à la fois cassant et qui n'est pas capable d'imposer une autorité. Comme j'ai pas forcément c'est délicat de parler de quelqu'un qui serait encore éventuellement vivant, mais disons qu'il y a des présidents de l'Assemblée nationale qui n'ont pas forcément laissé de grands souvenirs. Voilà. Alors, pour la première fois, le Rassemblement national fait entrer 89 députés. Ce sera le groupe d'opposition le plus nombreux. Que peuvent-ils réclamer comme levier ? Il y a des vice-présidences, il y en a 6, mais il y a surtout, ils réclament la très puissante commission des finances, puisque depuis Nicolas Sarkozy, il avait été mis dans le règlement de l'Assemblée nationale que c'était au plus gros groupe que reviendrait cette commission. Donc là, on voit bien que la France insoumise la veut, mais que la droite est en train de pencher pour que le Rassemblement national l'ait. Alors, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer et réclamer ? Tout ce que le règlement leur donne de droit. Bon, déjà, le fait d'avoir un groupe, c'est la structure institutionnelle et politique de l'Assemblée nationale, donc c'est absolument fondamental. Ça, personne ne leur conteste. Personne ne leur conteste. Ensuite, ce qui est important d'être un groupe nombreux, c'est que tout se fait dans le règlement de l'Assemblée nationale, ou quasiment tout à la proportionnelle des groupes. La composition des commissions se fait à la proportionnelle des groupes, le règlement dit que la composition doit s'efforcer de respecter les équilibres. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, ils vont avoir droit également à tous les avantages matériels, institutionnels, un secrétariat avec des collaborateurs pour pouvoir travailler, une assistance en temps de groupe, un poids dans les débats, la possibilité de poser des questions, la possibilité de demander des commissions d'enquête, la possibilité, une fois par mois, de demander d'être maître de l'ordre du jour, une journée par mois. Donc, c'est très important du point de vue de la visibilité. Quant à la deuxième question, qui est celle de la présidence de la Commission des finances, effectivement, c'est délicat. Pour être tout à fait précis, le règlement de l'Assemblée nationale, modifié en 2008 suite à la révision constitutionnelle de 2009 et l'introduction de l'article 51-1 de la Constitution, qui prévoit des droits particuliers pour les groupes d'opposition et minoritaires, le règlement dit exactement que la présidence de cette commission ne peut échoir qu'à un député membre d'un groupe déclaré d'opposition. Voilà. Bon. Pas forcément, le plus gros. Pas forcément le plus grand groupe. En tout cas, il n'y a aucune obligation juridique pour qu'il en soit ainsi. Alors sur quoi ça va se jouer alors ? Ça va se jouer sur deux choses. Est-ce que la tradition que vous avez évoquée, qu'on pourrait appeler coutume, certains parlent de convention de la Constitution, je ne suis pas sûr qu'on en soit là pour cette pratique-là, est-ce qu'elle va être respectée ou pas ? Première question. Et si elle ne l'est pas, comment ça se fait ? Il faut savoir que ensuite, à l'intérieur des groupes, le droit de vote est individuel. C'est individuel. Et en plus, le vote est secret. Et il y avait eu, puisque nous parlions des années 80 tout à l'heure, des redonnements de situation. En 1986, alors qu'on était pendant la première cohabitation, la présidence de la Commission des Affaires étrangères devait en principe échoir à Bernard Stasi. Bon. Et les députés du Front National, à l'époque, les commissaires du Front National, avaient fait échouer son élection et avaient donné leur voix à Roland Dumas.
qui d'ailleurs les avait acceptés et avait dit à cette époque-là, en homme qui avait commencé sa carrière sous la 4e République, moi, je ne veux pas savoir qui a voté pour moi, etc. Donc c'est éventuellement la même chose qui peut se passer. Oui. C'est-à-dire que les députés du Rassemblement national, bien que plus nombreux, bien que pouvant légitimement le revendiquer, si on suit cette tradition, pourraient aussi éventuellement se faire coiffer au poteau par une alliance d'autres parlementaires. Dans cette répartition des postes à l'Assemblée nationale, donc les présidences de commission, les postes de questeur, de vice-présidence, qu'est-ce qui relève de la tradition et qu'est-ce qui relève du règlement de l'Assemblée ? Alors, bonne question, parce qu'en principe, ce qui relève du règlement, c'est à peu près tout. Donc, les postes de vice-président, c'est une élection qui va avoir lieu dans les prochains jours, et ça se joue à la majorité, de même que pour la présidence des commissions. C'est-à-dire qu'on peut appliquer le règlement, et si on applique le règlement, c'est le nombre de voix qui arrive. Bon. Ceci dit, il arrive aussi, et c'est sans doute ce qui est en train de se passer, comme toujours d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau là-dedans, qu'il y ait des négociations entre les différents groupes d'opposition, en quelque sorte, pour se rendre réciproquement des services. Et en échange d'une vice-présidence de l'Assemblée nationale, eh bien, écoutez, céder sur le poste de questeur et faire en sorte que le questeur soit élu avec les voix du groupe. En fait, c'est un peu du troc. Je te donne ça, tu me donnes ça, t'auras ça. Il y a une partie de cela. Ça fait partie de la logique et de la mécanique dès lors que l'intégralité des conventions et des usages sont respectés. Mais là aussi, j'en finis rapidement. En 86, il y avait des usages qu'il y ait des vice-présidents de toute tendance politique. Cette fois-ci, pour faire échec à l'époque aux députés du Front National, eh bien, les communistes, on avait renoncé à avoir des vice-présidents et vice-présidents communistes. Alors la NUP, comme on le sait, était une alliance électorale. Chacun des partis qui la composent compte aujourd'hui un groupe indépendant. Ils ont refusé l'appel de Mélenchon à un groupe commun. Chacun est retourné dans sa tanière, on va dire. Mais pour se prévaloir du titre de premier opposant, ils invoquent un intergroupe. Alors on entend parler de cet intergroupe, qu'ils ont l'intention de se constituer, mais est-ce que cet intergroupe a une existence législative ? Aucune. Ni constitutionnelle, ni législative, ni réglementaire, absolument aucune. Ce n'est pas du tout comme au Parlement européen. Le règlement de l'Assemblée nationale ne connaît qu'une seule notion, c'est celle de groupe qui doit comprendre au moins 15 membres. Point. Bon. Et d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, tous, bien qu'ils disent le contraire, ont tout à fait intérêt à constituer des groupes. Parce que des groupes, ça veut dire à chaque fois un certain nombre d'avantages, aussi bien législatifs dans l'organisation du travail parlementaire que matériels. Donc personne n'y renonce. Bon. Ensuite, donc, l'intergroupe, c'est faux, c'est du flan. Ce qui peut se passer, en revanche, et ça, rien ne leur interdit, qu'il y ait, sans que ça ait une existence légale, des ententes, des réunions collectives pour des idées, se mettre d'accord entre groupes et faire donner des consignes de vote pour que, dans les commissions, la logique d'intergroupe l'emporte sur la logique Mais ça ne constitue pas un groupe NUPES. Absolument pas. Oui, en aucun cas. Nous sommes dans l'attente d'un nouveau gouvernement dont on ne sait pas d'ailleurs s'il sera en mesure d'obtenir la confiance du Parlement, ni même si elle sera sollicitée, à vrai dire. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait estimé que cette situation, au fond, était très ordinaire dans de nombreux pays d'Europe, de l'Union européenne en particulier. Est-ce que cette analogie vous paraît pertinente dans la mesure où on parle de pays qui ont, pour certains de longue date, des cultures de coalition, et pour beaucoup d'entre eux, où les votes se font à la proportionnelle? Elle me paraît à la fois pertinente et paradoxale. J'oserais même dire un peu culottée. Parce qu'il n'est quand même pas le moindre des paradoxes que le président de la République, lui ou un autre, parce qu'ils étaient tous finalement sur cette ligne-là, avant les élections, ait joué la dramaturgie en quelque sorte de l'élection. Soit vous me donnez une majorité absolue, comme d'habitude, soit c'est le chaos, en invoquant la logique de la Ve République. Bon. Ça, il l'a fait, ce qu'il a dit, c'est paradoxal, après avoir dit ça. Donc, quant à l'équilibre, aux équilibres politiques qui peuvent exister dans les autres pays européens, là, il a tout à fait raison. Parce qu'effectivement, la France est une exception, en particulier dans le mode de scrutin, dans le fonctionnement parlementaire, exception à imposer un scrutin majoritaire à 2 tours dans toute l'Europe, et exception du point de vue des régimes parlementaires, en considérant qu'il n'y a de régime parlementaire ou de gouvernement parlementaire qui vainque s'il y a une majorité absolue. C'est faux en Italie, en Allemagne, en Espagne, dans d'autres pays, on forme des coalitions parce que c'est la logique institutionnelle. Oui. Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans du parlementarisme noyé dans le
présidentialisme. Alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le système politique qui s'était installé en marge de la Constitution, depuis à peu près déjà finalement maintenant une soixantaine d'années, que les juristes, comme le doyen Vedel à l'époque, avaient qualifié de présidentialisme majoritaire, eh bien s'effrite finalement, est en train de se fracturer et révèle par là même le cœur nucléaire de nos institutions, qui est une constitution parlementaire, et que l'on avait pris l'habitude de ne redécouvrir qu'au moment des cohabitations. Or, effectivement, ce qui est très intéressant du point de vue institutionnel, c'est que vous pouvez avoir une élection présidentielle au suffrage universel, dont on nous rebat les oreilles pendant des mois, voire des années, programmatique, où on somme tous les candidats d'avoir une position absolument sur tout, qui mobilise tous les médias et tous les hommes politiques, pour que, à la fin, ce qui compte, ce soit la majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale, en tout cas la composition de l'Assemblée nationale, qui révèle le fonctionnement parlementaire de nos institutions. Mais finalement, est-ce que le résultat de ces législatives est une opportunité de faire un peu mieux fonctionner la démocratie ? À mon avis, oui. Très clairement, je pense que oui. En tout cas, mieux fonctionner l'aspect parlementaire que nous avions. Peut-être la meilleure analogie est de comprendre ce qu'on avait beaucoup oublié, à mon avis, à tort, c'est que le Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat, c'est en quelque sorte des chambres de décompression des tensions politiques, économiques. On purge les colères aussi. On purge les colères. Il pourrait y avoir dans Exactement. la rue. Ouais. Et toutes les colères qui s'expriment dans la rue, mais qui ne se retrouvent pas au Parlement, ou pire, dont on a le sentiment que le Parlement ne les reflète pas, les ignore, les écrase, finissent d'une toute manière, de toute façon, si vous voulez, par se révéler d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'effectivement, ça va être bien mieux de ce point de vue-là, parce que le Parlement est plus représentatif au sens de représentativité, c'est-à-dire de ressemblance. Il ressemble au premier tour de la présidentielle, le résultat des 3 blocs. Exactement. Ouais. Exactement. Alors que l'élection présidentielle au second tour nous avait donné un résultat complètement faussé par rapport à la réalité de l'équilibre du pays que tout le monde ignore. Et d'ailleurs, les responsables de la majorité, même relative actuelle, avaient été bien imprudents, finalement, de clamer une sorte de soulagement et de contentement sans voir que la colère était présente. Un petit mot sur l'arme lourde dont dispose le président de la République, qu'on évoque d'ores et déjà d'ailleurs depuis le résultat des législatives, la fameuse dissolution. Dans quelles conditions et dans quelles limites aussi le président de la République peut y recourir ? Les conditions sont extrêmement rares, très faibles, très peu de conditions. On est véritablement dans ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la République. D'ailleurs, il est dispensé de contre-seing. La seule obligation qu'il a, d'abord, c'est les consultations des présidents des assemblées, et puis l'interdiction qu'il a de dissoudre 2 fois de suite. Dissolution sur dissolution ne vaut. C'est tout. À part ça, il n'y a quasiment pas de 2 fois de suite. Dans quel délai ? Dans un quinquennat ? dans un délai. Non, pas dans un délai. Il n'y a pas de délai qui est imposé. L'article 12 dit simplement qu'il n'est pas possible de dissoudre moins d'un an avant. Oui, d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui, moins d'un an avant une première dissolution. Oui. Voilà. Il y a un délai d'1 an entre 2 dissolutions Exactement, minimum. voilà. Oui. Autre arme fatale, et il reste 30 secondes, le 49.3, il sera beaucoup moins utilisé que sous Rocard, par exemple. Il sera beaucoup moins utilisé parce qu'on prendra des risques. Le risque, ce sera quoi ? Ce sera la coalition des oppositions face au président de la République. Parce que son usage est désormais limité à une fois par... Une fois par session, effectivement. Voilà. Effectivement, oui. Merci. Merci beaucoup, Bruno Daugeron, et merci d'être venu nous expliquer, faire un peu de pédagogie, et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à toute l'équipe technique pour avoir préparé et réalisé cette émission. À très vite, merci. Bonne soirée.